BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benaouda Abdelhaim pour ses études glanées dans le monde entier. Et puis Alexandra Paget, notre bibliothécaire, qui reviendra sur un document important de l'histoire des réformes des retraites, le rapport de Jean-Michel Charpin, sorti en 1999. Mais tout de suite, on démarre avec nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et qui, lui, est le critique attitré de la Société d'économie politique. Allez, on commence avec votre choix. Christian, Après l'abolition, le livre de Chris Manjapra, publié aux éditions Autrement. Oui, c'est un livre sur l'esclavage et donc sur après l'abolition de l'esclavage. Et c'est un livre assez perturbant parce qu'il remet en cause plusieurs idées reçues qu'on a tous. Alors, par exemple, au début du livre, il nous dit aux États-Unis, le Sud est esclavagiste et le Nord est abolitionniste. Et ce sera une partie des raisons de la guerre de sécession. Pas du tout. Regardez les bateaux américains qui font le trafic d'esclaves. Les armateurs sont à Boston. New York, Philadelphie vont s'enrichir avec le commerce du sucre qui est exploité grâce à l'esclavage. Ça, c'est le hors-d'œuvre, ça. Parce que le cœur du livre, donc ce qui donne son titre, Après l'abolition, c'est de dire, regardez, aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y a des sociétés civiles qui sont mobilisées, les premières ONG, même les premières ONG internationales, qui sont mobilisées pour se battre pour l'abolition de l'esclavage. Et à force de bataille et de bataille, elles vont y arriver. Aux États-Unis comme au Royaume-Uni, il va y avoir des lois pour abolir l'esclavage, pour abolir le commerce d'esclaves, pour abolir la propriété d'un être humain sur un autre être humain. Voilà, après tous ces combats, on a réussi et on passe à autre chose. Non, pas du tout, nous dit l'auteur. Et c'est là toute la démonstration du livre. Après que ces lois soient passées, les Blancs qui possédaient des autres êtres humains, des esclaves, ont tout fait pour garder ces esclaves dans leur propre giron. Ça a pu passer par 4 ans de travail forcé, par exemple, au Royaume-Uni. Parce que la première question qu'on s'est posée après ces lois sur l'abolition, c'est comment est-ce qu'on va faire pour indemniser les gens. Pas les esclaves, les propriétaires d'esclaves. Et donc, au Royaume-Uni, c'était pendant 4 ans, vous devez rester, faire du travail forcé, gratuit pour vos propriétaires. Aux États-Unis, pareil, l'auteur rentre dans tous les détails, tous les mécanismes institutionnels qui vont faire qu'alors que les lois d'abolition ont été votées, on va continuer aux États-Unis comme au Royaume-Uni à continuer à prendre ces gens et continuer à les faire travailler. Il y a ce tweet fabuleux de la Banque d'Angleterre de 2015 qui dit ça avec fierté. Ça y est, nous venons de rembourser la dernière tranche de dette que nous devions avec tout l'argent qu'on a donné aux propriétaires d'esclaves et à leurs descendants. 2015, donc le Royaume-Uni a payé jusqu'en 2015 le remboursement des propriétaires d'esclaves. Voilà. On est frappé, on découvre des gens, Harriet Wilson, Samuel Sharp, des auteurs qu'on ne connaît pas, parce que bien évidemment l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Donc ces gens, ces noirs, ces esclaves, ou ces gens qui ont défendu les esclaves et qui se sont exprimés, on ne les connaît pas bien. Je passe rapidement, il y a un chapitre sur la France, mais on connaît mieux, c'est comment les esclaves de Saint-Domingue se sont révoltés pour devenir l'île indépendante d'Haïti, comment la France leur a imposé une dette qui pendant des décennies va plomber l'économie du pays. Là, on apprend aussi comment la France a organisé une sorte de mise au banc de la communauté internationale d'Haïti parce qu'ils avaient osé prendre leur indépendance par rapport à la France. C'est vraiment un livre qui m'a pas perturbé, le mot est trop fort, mais on n'en ressort pas indemne parce qu'on a une autre vision de l'histoire et de l'histoire post-esclavage. Je pense que cette histoire devrait être apprise dans tous nos cours d'histoire. Jean-Marc Daniel. À la fin, c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, effectivement, plein d'informations. Il y a le chapitre sur la France, mais il n'y a pas de chapitre sur le Brésil. C'est quand même concentré sur trois le Royaume-Uni, les États-Unis et la France. Il le dit lui-même, à un moment donné, il parle d'un nommé William Garrison, qui était le leader du combat contre l'esclavagisme dans le nord des États-Unis, et il dit je suis probablement injuste avec lui parce que je reconnais pas tout le mérite qu'il a eu. Et donc je crois que c'est un peu le problème du livre. Je pense qu'il est un peu injuste à l'égard d'un certain nombre de choses, notamment sur les histoires de dette. Il explique bien, mais alors il passe assez vite, mais on retrouve ça en particulier chez Piketty, c'est-à-dire que les gens, effectivement, c'était à leur actif, ces esclaves, mais ils les avaient achetés.
Et ils les avaient achetés à qui? À des Africains. En fait, le véritable enjeu, c'est que pourquoi est-ce que les gouvernements, il le dit à un moment donné, pourquoi est-ce que le gouvernement anglais a dit je vais vous indemniser? Parce qu'il dit mais moi je vais récupérer l'argent sur les gens à qui je les ai achetés, qui sont des Africains eux-mêmes ou des Africains du Nord ou des Africains. Bon. Et cette partie-là disparaît très vite, on la voit pas dans le livre. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il dit bien qu'on a essayé pour, non seulement il y a l'indemnisation étatique, mais on a demandé aux anciens esclaves de rester un certain temps avec un statut où ils étaient libres, mais où ils étaient d'une certaine façon salariés avec un prélèvement sur les salaires. Mais ils ne le chiffrent pas vraiment. Et alors il y a une dernière chose que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'il me dit bien qu'au moment de la guerre d'indépendance, les esclaves noirs étaient du côté des Anglais. Et donc il dit, à un moment donné, il y avait à peu près 3000 à 4000 esclaves qui étaient du côté des indépendantistes, des insurgents, et il y avait entre 60 000 et 70 000 esclaves noirs qui étaient du côté des Anglais et qui sont partis en Nouvelle-Écosse. Là aussi, j'aurais aimé savoir ah oui, qu'est-ce qu'ils sont devenus en Nouvelle-Écosse. Qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc, c'est un livre qui est très bien renseigné, très bien construit. Contrairement à ce que dit Christian, je trouve que le chapitre sur Saint-Domingue, Haïti, est peut-être le plus intéressant. Donc, on connaît déjà mieux l'histoire. Oui, alors on connaît. On sait effectivement que le général qui était envoyé, c'était le beau-frère de Napoléon. Bon, donc, on retrouve des choses. On se dit, on est en terrain connu. Ouais, et donc, mais il y a quelques impasses qui font que on se dit... est-ce qu'il est vraiment aussi honnête que ça dans sa dénonciation? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop militant et pas assez historien? En tout cas, suffisamment étayé et pointu pour semer, le trouble. Et c'est ça qui est intéressant, effectivement. Dans ce livre, on passe à votre choix, Jean-Marc Daniel. Alors, dans un style différent, ça s'appelle Grow the Pie par Alex Edman aux éditions Duno. Alors, on peut à la fois faire de la croissance, de l'environnement. Voilà, la vie est belle, quoi. Donc, Grow the Pie, le titre n'a pas été traduit, donc ça veut dire accroître le gâteau. Le sous-titre Le sous-titre, c'est comment les entreprises peuvent faire des bénéfices et servir le bien commun. Voilà. Sachant que servir le bien commun est en gros et le parti sur les bénéfices est en plus petit. Bon. Et donc, l'auteur est un professeur de finance en Angleterre et il explique qu'effectivement, jusqu'à présent, on raisonne toujours en termes de partage du gâteau. Et donc, il dit avec des époques où les gens qui en bénéficient, c'est plutôt les capitalistes. Il dit dans les années 60, c'était plutôt les salariés avec la pression syndicale et ça s'est terminé par la stagflation. Maintenant, c'est plutôt la finance. Alors, il dit, on n'aborde jamais le problème en se disant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter la taille du gâteau en rendant compatible un certain nombre d'objectifs qui sont la RSE, qui sont le profit traditionnel, qui sont aussi le surplus du consommateur. Il y a tout un moment où il dit, l'enjeu du consommateur, c'est aussi ce que la microéconomie, au sens d'Alfred Marshall, appelle le surplus du consommateur. Et puis... Alors, c'est quoi le surplus du consommateur? Mais le surplus du consommateur, c'est le fait que quand vous avez un prix qui est, mettons, de 100 et que vous étiez prêt à payer 120, mais vous avez une satisfaction qui est liée au fait que vous ne payez que 100, ce que vous étiez tout à fait disposé à payer 120. Et donc, il dit, voilà, il y a tout un tas de critères, de paramètres qui permettent d'évaluer la réalité de ce qu'est une entreprise. Et donc, il faut passer du profit à la valeur. La valeur, c'est cet ensemble où il y a les externalités, les conséquences environnementales, les salaires, le surplus du consommateur, les profits, le bien-être, tout ça. Et on doit avoir une politique qui est une politique qui permet de rendre tout ça compatible. Et il dit quelle est la bonne solution? C'est de mener une politique d'excellence. Alors, tout ça est assez... Enfin, il y a un côté quand même un peu marketing. C'est-à-dire que, de temps en temps, alors que le livre est très très gros, on se dit, mais derrière le mot, il y a quoi au juste? C'est-à-dire, il y a quoi au juste? Alors, avec cette tendance, qui est la tendance assez naturelle chez les anglo-saxons, qui consiste à mêler aussi des histoires de leur vie. Alors, à un moment donné, on apprend que quand il faisait ses études, il était très militant, très à gauche, ce qui fait que chaque fois qu'on intervenait dans les cours, le professeur agacé sifflotait l'hymne du Parti travailliste. Il n'y a pas qu'au Parti socialiste où il y a un hymne, au Parti travailliste aussi. Et donc, il sifflotait pour dire, voilà, c'est le Parti travailliste qui s'exprime. Donc, c'est un livre qui est bourré d'idées. Tu aurais eu besoin quand même à la fois d'être un peu raccourci, parce qu'il y a beaucoup de digressions, on se perd dans tout un tas. Et tu aurais eu besoin, en revanche, sur certains endroits, d'être un peu plus précis. Mais je trouve que l'idée et la démarche est assez bienvenue.
Alors, Christian, qu'avez-vous pensé de ce livre? Quand j'ai démarré les 50-60 premières pages, j'étais emballé. L'auteur nous dit, regardez, le capitalisme est en crise, il doit absolument changer de trajectoire. Et pourquoi la crise, c'est quoi? C'est qu'il ne tient pas assez compte des salariés, de l'environnement. Donc il faut le remettre un petit peu dans le droit chemin. Il faut bien sûr que les entreprises fassent des profits, parce qu'on est quand même là pour que l'entreprise, si elle veut avoir un futur, il faut qu'elle fasse des profits, mais il faut qu'elle fasse attention à créer de la valeur pour la société, et non pas seulement de la valeur actionnariale en bourse, de la valeur pour la société. Et créer de la valeur pour la société, ça veut dire que quand elle va bien, bien sûr, il faut que les actionnaires en profitent, mais aussi les salariés, mais aussi les consommateurs, mais aussi les fournisseurs, mais aussi l'environnement, mais aussi l'État. Donc vraiment, on a tous les acteurs et tout le monde doit en profiter. Et l'entreprise, un chef d'entreprise qui prend des bonnes décisions, c'est un chef d'entreprise qui fait progresser la valeur pour tout le monde, et non pas seulement pour un seul des acteurs. Suivez mon regard, par exemple, l'actionnaire. La RSE, les fonds d'investissement responsable, tout ça. Attention, tout ça, c'est un petit peu du social washing. Il n'y croit pas trop. Même la comptabilité en triple bottom line, comme vous savez. Un premier compte pour le compte d'exploitation normal d'aujourd'hui, un deuxième pour le social, un troisième pour l'environnement. Attention, les chefs d'entreprise, dès que vous quantifiez, ils vont vous inventer des trucs pour quantifier, pour aller dans le bon sens, pour que vous ayez les bons ratios. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont s'engager dans le long terme pour une vraie augmentation de la valeur pour la société. Jusque-là, franchement, tout va bien. Et puis après ça se gâte. Parce qu'il nous dit, alors voilà, alors je ne sais pas si c'est la mauvaise traduction de l'anglais ou si c'est un peu bizarre et compris en anglais, il nous dit, il y a des principes qu'un chef d'entreprise qui veut augmenter la valeur pour la société doit appliquer. Alors il appelle ça l'avantage comparatif, la multiplication, la matérialité. C'est très abstrait, très général, on ne comprend pas trop, donc je me suis dit, allez, je prends un sujet, j'ai un ticket resto à 9 €, est-ce que je dois le passer à 10 € ou pas? Voilà une décision concrète. Est-ce que ça va dans le bon sens? J'ai essayé d'appliquer ces trucs. Je ne savais plus comment je m'appelais à la fin. Des injonctions contradictoires dans tous les sens. Je ne savais pas si je devais le faire ou pas. Bon, c'était pas terrible. Et puis après, on arrive à la suite du livre, où alors là, on nous dit que pour avoir un bon capitaliste qui crée de la valeur pour la société en général, pas pour l'entreprise, donc il faut que les patrons se gavent de gros salaires, parce que ça fait du bien. Il faut qu'il y ait des fonds activistes qui rentrent dans le capital, et je suis sûr qu'Emmanuel Faber a plein de choses à raconter sur les vertus des fonds activistes. Il faut faire du rachat d'actions, revêture, voilà, parce que tout ça c'est les 3 piliers du capitalisme responsable qui vont dans le bon sens, avec les arguments les plus éculés du patronat le plus conservateur que vous puissiez trouver, qui n'est pas le cas de tous les patrons. Donc là, moi je lâche l'affaire. Il y avait des petits signes, déjà depuis le début du livre, il ne parle jamais des salariés, il parle toujours des collègues. Donc le patron de Total et le gars qui est payé au SMIC, c'est juste des collègues. Il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de lien de subordination, il n'y a pas de syndicat dans son livre, on ne sait pas où est-ce qu'on passe, il n'y a pas de dialogue social. Donc on voit qu'il y a ce petit côté, comme disait Jean-Marc, ce petit côté marketing, ce petit côté, alors qu'il n'est pas du tout McKinsey ou équivalent, c'est prof de la London Business School, quand même une des meilleures écoles de commerce qu'on puisse trouver à Londres. Voilà, j'étais un peu au début un petit peu intéressé et puis rapidement désenchanté. Alors juste une remarque pour conclure sur la forme. À la fin de chaque chapitre, il y a un truc qui s'appelle En bref. Il y a un résumé du chapitre. Ça a beaucoup marqué. Alors ça se fait beaucoup, notamment dans le livre anglo-saxon. Et alors c'est très pratique et ça permet aussi d'avoir une première entrée dans le livre sans avoir à tout lire d'un seul bloc en un seul moment. Bon, work in progress, on va dire. Merci, messieurs. Eh bien, on retrouve tout de suite notre bibliothécaire Alexandra Paget. Tout savoir sur le rapport Charpin.